C'est cette fameuse histoire du mec qui a 250 ou 300 millions dans une décharge quelque part et qui est en train de retourner la décharge pour retrouver sa clé Ledger, enfin ou son hardware quoi. Son hardware de l'époque. Il n'y a vraiment aucun moyen. Il y a zéro moyen, là, c'est fini. Ouais. Là, c'est sorry for your loss. Si tu utilises Ledger Recover, là, tu as un filet de sécurité supplémentaire. Avoir un wallet hardware spécifique designé pour ça, en fait, c'est la meilleure stratégie. Il n'y en a pas d'autres. La plupart des gens écrivent les mots sur un bout de papier, donc où est-ce que tu mets ce bout de papier? Qu'est-ce qui se passe si ta maison elle brûle? Est-ce que tu veux être le seul à y avoir accès ou aussi ta femme? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas mourir? Charles Guillemet, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur Grand Angle Crypto, ravi de te retrouver. Et on te reçoit cette semaine, donc on tourne le 26 octobre. Il y a quelques jours, vous annonciez enfin le lancement du produit et du service que tout le monde attendait, Ledger Recover. Non, je dis ça parce que c'est un produit qui ne fait pas l'unanimité et je voulais te réinviter. On a eu Eric Larchevêque il y a quelques mois. On a abordé le sujet, mais c'était une parenthèse dans l'interview. Là, je voudrais vraiment creuser le truc parce qu'on a fait une interview scriptée, on a discuté avec Eric, mais il y a certaines choses qui, selon moi, n'ont pas été assez creusées. Et c'est ce qu'on va voir ensemble sur ces 60 prochaines minutes. On va remettre les bases. Pourquoi il y a besoin de Ledger Recover? Quel était le problème que vous essayiez de résoudre et que vous essayez de résoudre? Yes. Le problème qu'on essaie de résoudre à Ledger, c'est d'apporter la self-custody à tout le monde. Donc self-custody, de posséder soi-même ses cryptos, de ne pas avoir un exchange et la réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, on parle de 400 millions d'utilisateurs et les gens qui sont en self-custody, tu en as moins de 10%. Donc déjà, tu vois, pour moi, il y a un truc qu'on rate un peu et on fait semblant d'ignorer qu'il y a un problème, tu vois, parce que pour moi, si la révolution de la crypto, c'est sans le self-custody, pour moi, elle n'a aucun intérêt, en fait. Genre, je préfère le dire direct, qu'on soit clair. Genre, si le but des cryptos, c'est juste de spéculer comme tu spécules sur des stocks, ça, franchement, ça ira nulle part. Il faut qu'on se le dise. Donc, pour moi, la vraie valeur de tout ça, c'est d'être permissionless, c'est-à-dire de ne pas avoir à demander la permission à qui que ce soit de posséder et d'utiliser tes valeurs. Et ça, c'est rendu possible avec les crypto-assets, avec Bitcoin en particulier, avec tous les assets qui existent sur des blockchains, par deux choses. La première, c'est le fait d'avoir un consensus décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir dire si ta transaction est légitime ou pas. Le consensus est décentralisé, ça permet de limiter la censure, d'éviter la censure. Et d'ailleurs, à chaque fois que c'est moins décentralisé et qu'il y a des risques, tout le monde regarde ça de près. Il y a des questions comme ça autour d'Ethereum sur Lido, par exemple. On va pas du tout rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est un truc un sujet qui fâche à la fois. Exactement. Donc, du coup, la décentralisation du consensus, avoir un truc qui soit permissionless de ce côté-là, et côté utilisateur, être en self-custody, c'est-à-dire vraiment posséder tes clés. Donc ça, moi, je dirais que c'est les bases qu'il faut mettre en avant et parfois, on a un peu tendance à les oublier. Et aujourd'hui, la situation est telle que il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui sont là beaucoup pour spéculer. Je veux bien qu'il y ait une partie de spéculation là-dedans, mais je pense qu'il y a un vrai usage, il y a une vraie valeur intrinsèque aux cryptos, et celle-là, tu l'as seulement si tu es en self-custody. Et pourquoi donc les gens ils sont plutôt sur des exchanges, etc. Il y a différentes raisons, mais une raison principale, c'est la friction. C'est pas si simple de posséder ces cryptos parce qu'il y a des questions de sécurité. Si tu perds ta clé, tu perds tes fonds. Si un attaquant met la main sur ton wallet, il va faire une transaction pour toi et il n'y a rien que tu puisses faire pour annuler cette transaction. Ça, c'est le côté immutable des blockchains. Donc tout ça, c'est quand même des risques assez importants et ça crée de la friction pour les utilisateurs. Donc nous, on a un petit peu regardé quels sont tous les points de friction des utilisateurs pour revenir en self-custody. Le premier, moi, je dirais que c'est un peu l'onboarding, tu vois, comment tu fais pour créer un wallet, etc. Le fait d'avoir du hardware en plus, tu vois, ça a une friction supplémentaire. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions parce que si tu veux avoir un wallet sécurisé,
avoir un wallet hardware spécifique designé pour ça, en fait, c'est la meilleure stratégie. Il n'y en a pas d'autre. Si demain, il y en a une autre, on y réfléchira, mais aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Donc, avoir un hardware sécurisé à part, c'est un truc important. Donc, ça, c'est une friction qu'on ne peut pas trop C'est-à-dire vraiment d'avoir un device un peu comme ce petit truc qui est vraiment déconnecté de ton ordinateur ou de tout autre appareil qui serait connecté à Internet, mais qui a été designé pour d'autres utilités et fonctions. Exactement. Le hardware wallet dont on parle, c'est un dispositif spécifique qui est designé que pour ça. Pour la conservation des cryptoactifs. Exactement. Le problème d'un téléphone ou d'un ordinateur, c'est que c'est designé pour faire toutes choses à la fois et sécuriser un ordinateur, c'est... Bon, on essaye toujours, mais c'est compliqué, c'est juste pas possible en fait. On appelle ça cette surface d'attaque qui est relativement bien importante. trop grande. Au milieu de ton ordinateur, tu as des centaines de milliers de programmes, de services qui tournent et faire en sorte que rien ne puisse toucher à tes clés, c'est pas possible. Donc si tu utilises un software wallet, il n'y a pas de chance, ton truc ça sera toujours cassable assez facilement et du coup ça va être une question de coût-opportunité. Donc les attaquants, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a suffisamment d'argent à gagner à casser des téléphones ou à casser des ordinateurs, ils vont le faire. Typiquement, c'est ce qui se passe pour les États qui veulent faire de la surveillance des utilisateurs. Ils pensent qu'il y a de la valeur à surveiller les gens, donc ils cassent les téléphones, ils les surveillent à distance. Donc ça, c'est un truc qui existe. Donc c'est vraiment une question de coût-opportunité. Les ordinateurs et les téléphones, c'est pas des bons devices pour sécuriser ces cryptos. Donc avoir un hardware spécifique pour ça, qui est designé pour ça, c'est la seule solution aujourd'hui d'un point de vue de sécurité. Donc cette friction-là, c'est un petit peu difficile de complètement l'enlever aujourd'hui. Une fois qu'on a... Aujourd'hui. Dans le futur, on aura peut-être je pense, j'ai plein d'idées, et pas que moi, mais... donc aujourd'hui, on est là-dessus. Donc comment on fait pour diminuer la friction, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer l'onboarding. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et quand tu regardes nos produits, on va vraiment dans cette direction de plus en plus. Typiquement aussi, enlever toutes les chaînes hexadécimales, les adresses, tu vois. C'est pour ça qu'on a intégré... Rendre le truc le moins austère possible. Exactement. Pour l'utilisateur qui serait non initié. Qui comprenne ce qui se passe. Moi, quand j'essaie d'expliquer à ma mère comment ça marche, genre, elle est là, c'est quoi ces 24 mots, c'est quoi ces hexadécimales, il y a un problème, il y a une erreur. Ouais. Il faut penser un peu masse adoption en fait. Si on pense que dans notre bulle de geeks qui sommes dans l'écosystème depuis 7-8 ans, en fait on se met pas à la place de monsieur tout le monde et on crée pas les conditions pour l'adoption de masse. Et donc un autre point de friction qui est un petit peu, elephant in the room, comme on dit en anglais, c'est les 24 mots. Les 24 mots, quand c'est la représentation, compréhensible par des humains, j'essaie de pas trop faire d'anglicisme, compréhensible par des humains, de ton secret, de ton master secret, on appelle ça la seed. Donc c'est ta clé privée. La clé maître, disons, la clé maître à partir de laquelle on va dériver toutes les autres clés privées pour Bitcoin, Ethereum, etc. Donc celle-là, on la met dans une forme de 24 mots. Donc ces 24 mots, en fait, c'est une correspondance 1-1 avec des 0 et des 1, 256 0 et 1. Et donc toi, tu dois sauvegarder ces 24 mots de sorte que si jamais ton hardware disparaît, etc., tu peux retrouver l'accès à ton wallet en réentrant ces 24 mots directement dans ton hardware. Ouais. Donc déjà, expliquer ça à un néophyte, c'est quoi ces 24 mots, j'en fais quoi? Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette difficulté moins grande? Comment on fait pour abstraire un petit peu la complexité de ces 24 mots? Parce que ça, c'est quelque chose où j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que c'est vraiment la complexité, le problème, vraiment la source de ce blocage, ou est-ce que c'est la responsabilité de les posséder? Parce que tu peux faire le truc le plus simple possible. En fait, juste, moi, les personnes, de nouveau, je le dis souvent en interview, les personnes autour de moi, genre, tu leur dis, en fait, là, si tu perds ça, si tu l'oublies ou tu le fais de manière incorrecte, c'est perdu. Il n'y a pas de mot de passe oublié, il n'y a personne vers qui se retourner pour récupérer tes fonds. Et en fait, ça peut être aussi simple, vraiment, juste cliquer sur un bouton ou, bref, le truc le plus fluide possible. En fait, cette manière très responsabilisante de conserver ses actifs, en fait, la plupart des gens ne le veulent pas, même si c'est simple, en fait. Et c'est... Je pense qu'il y a un petit peu... Ouais, il y a un petit peu est-ce que la complexité ou est-ce que c'est juste la responsabilité de détenir soi-même ses fonds? Et en fait, il y a beaucoup de gens, ça de nouveau, on l'a dit souvent, ils ne se font pas confiance. Ils font plus confiance à une entité tierce qu'à eux-mêmes. Et en fait, c'est vraiment ça la question, c'est de dire,
si on essaie de rendre le truc le plus fluide possible, en fait, on résout pas la source du problème, qui est, et vous le résolvez d'une certaine manière avec Ledger Recover, c'est juste je ne veux pas en avoir la responsabilité. Et ça, c'est vrai que pour un certain nombre de personnes dans l'écosystème, très attachées aux valeurs et à l'essence de Bitcoin, qui est en fait la self-custody, la souveraineté individuelle, genre je suis en contrôle à 100% de mes fonds et je peux en faire ce que je veux, hérésie. Genre hérésie. Et pourquoi tout le monde ne veut pas aller dans cette direction-là? Et donc voilà, je pense qu'il y a... Vous y travaillez, mais je pense que c'est vraiment pas juste une question de complexité. Ça peut être très 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 simple. Je pense qu'il y a les deux éléments qui sont importants. Il y a la responsabilité. Effectivement, quand je dis friction, c'est une friction un peu globale. Quand tu montres ces 24 mots, tu expliques ce qu'il y a derrière aux utilisateurs, effectivement, il y a un côté, ça fait peur, qu'est-ce que j'en fais, je comprends pas, et j'ai la responsabilité de si jamais je les perds, je perds accès à tous mes fonds. Pour l'anecdote, quand même, il y a quelques années, je l'avais déjà fait, donc je prends une petite crypto style et puis je m'amuse sur mon bureau à faire mon backup dans une petite barre en métal avec toutes les lettres sur mon bureau. Il y a 4-5 ans, j'avais trouvé ça très drôle. C'était dans une révolution technologique. J'étais dans l'euphorie de ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de conserver mes bitcoins, personne ne pouvait me les saisir. J'ai refait ça récemment pour X et Y raison, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train... Personne ne va faire ça, mec. Genre, j'étais en train d'enfiler mes petites lettres, les visser. J'ai fait, mais mec, c'est lunaire là. C'est lunaire cette scène. Et ça, personne ne va le faire. Il faut en avoir conscience. Si on vise la masse d'adoption, et moi je pense que si on vise pas la masse d'adoption, en fait, on va nulle part. On va rester entre geeks et rapidement, la révolution technologique du Web3 et des cryptos. On va passer à côté. La plupart des gens vont passer à côté. Exactement. Ouais. Donc je pense qu'il faut trouver des méthodes, des méthodologies qui enlèvent un petit peu de cette complexité et de cette friction. Et tu dis mettre tes petites lettres de cryptocile, moi aussi je l'ai fait, effectivement, ça dure des plombes et puis c'est pénible, quoi. Et ensuite, la question de où est-ce que tu le mets, ou alors la plupart des gens écrivent les mots sur un bout de papier, donc où est-ce que tu mets ce bout de papier? Qu'est-ce qui se passe si ta maison elle brûle? Est-ce que tu veux être le seul à y avoir accès ou aussi ta femme? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas mourir? Est-ce que tu veux de la redondance? En fait, il y a plein de questions qui sont compliquées parce que souvent on me demande j'en fais quoi de mes 24 mots? En fait, moi j'ai pas de réponse à te donner parce que mon threat model, mon modèle de menace, la manière les menaces contre lesquelles je veux me prémunir, le fait de est-ce que ma femme, je veux qu'elle y ait accès maintenant ou juste quand je meurs, etc. En fait, tout ça, ça m'est personnel. Si toi, tu as un autre framework dans lequel tu réfléchis, les réponses seront différentes. Donc, on a un vrai problème à répondre à cette question. Donc déjà, répondre à ces questions-là, et ensuite, trouver une méthode simple pour résoudre ces questions-là. Donc c'est un peu ça qu'on voulait faire avec... C'est résoudre ce problème des 12 à 24 mots, cette fameuse phrase de récupération qui te permet de récupérer tes cryptos si tu perds ou tu casses ton hardware wallet, et qui est un peu la clé de voûte du système aujourd'hui, d'une clé Ledger. Tout le monde te dit, fais attention à ta seed phrase, ta phrase de récupération, parce que c'est le seul et unique moyen, s'il se passe quelque chose sur ta clé, sur ton device, d'aller récupérer et d'avoir accès à tes fonds dans le futur. Et ça, c'est vrai que pour un certain nombre de personnes non initiées qui découvrent l'écosystème, ça paraît complètement absurde. Ouais, c'est pas difficile, c'est juste absurde. Genre, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je vais pas conserver 100 000, 200, 300 000 euros sur un bout de papier, quoi. Et surtout, c'est si quelqu'un a accès. Alors, on parlera de la passphrase parce que beaucoup de gens là sont en train de se dire mais il y a que à faire une passphrase. On va le mentionner un peu plus tard dans l'interview parce que c'est un point quand même super important. Mais voilà, il y a de la friction. Et on en arrive du coup à Ledger Recover, qui était une proposition de Ledger pour venir améliorer ça. Parce que du coup on a commencé à réfléchir comment on pouvait résoudre ces questions-là. Il y a plein de manières de le faire, avec des trade-offs, avec des compromis différents. Nous, les compromis qu'on voulait mettre en place, c'est toujours que l'utilisateur soit toujours en self-custody. Il puisse toujours voir ses 24 mots, les conserver tout seul s'il le souhaite. Pas du tout changer le modèle pour les gens qui étaient déjà onboardés et respecter ça. C'était la première chose. Et ensuite, on s'est dit, on veut faire en sorte que si jamais la personne, elle veut pas du tout entendre parler de ces 24 mots ou elle les a perdus, elle puisse les récupérer juste en étant qui elle est.
Voilà. En fait, on s'est dit, on associe le secret de tes 24 mots à ta personne, et le jour où tu as tout perdu, comme c'est le cas, nous, ça nous arrive régulièrement au customer support, des gens qui viennent nous voir, et moi j'ai perdu mes 24 mots, comment je fais pour les récupérer, vous les avez pas? Bah non, on les a pas, on peut rien faire pour toi. Et la réponse est sorry for your loss. À chaque fois, c'est un drame pour nous de se dire qu'il y a des gens qui ont perdu parfois leur life saving. Hein, il faut penser à ça. Donc nous, on veut donner une réponse à tous ces gens qui perdent leur fonds ou qui ont peur de les perdre ou qui ont de la friction de tous les jours. Quoi. Donc la réponse qu'on donne, c'est de donner Ledger Recover, qui est une possibilité, une option, si tu as envie, de associer tes 24 mots, ton secret, à ton identité. Et donc, ce que tu vas faire, donc là je vais rentrer un petit peu à quoi ça ressemble, tu fais ton onboarding, donc tu récupères ton device, tu génères ton secret à l'intérieur du device, et là tu dis, bon ok, je veux souscrire à ce service de backup qui s'appelle Ledger Recover. Donc tu vas rentrer tes informations pour dire qui tu es, là où tu habites, tu vas créer un compte que tu vas associer à ton email, et ensuite tu vas créer un backup de tes 24 mots, et un backup digital. Donc tu vas arriver sur ton device et dire ok, je veux lancer un backup avec Ledger Recover, et tu vas dire ok, c'est bien mon identité, elle est écrite sur ton device au début du process. Tu acceptes le process, et là ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ton équipement, de ta clé Ledger, il va y avoir un système cryptographique. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails, mais en gros ce qu'on fait, c'est qu'on chiffre ces 24 mots, qu'on les découpe en 3 morceaux avec un algorithme qui s'appelle Shamir Secret Sharing. Bon, là je vais pas rentrer dans les détails, juste ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un 2 parmi 3. C'est-à-dire que 2 fragments suffisent à recombiner ta clé parmi les 3. Et un seul fragment, ça ne te donne aucune information. C'est pas simplement couper. C'est pas juste un coupe en deux. Tu découpes pas, par exemple, beaucoup de gens prennent leurs 12 ou 24 mots, divisent ces mots-là en 3 listes et les met à 3. Ça, c'est pas super d'un point de vue cryptographique. Parce qu'en fait, quand tu as un tiers du message, tu as quand même une partie de l'information. Exactement. Alors que si tu le cryptes avec ces méthodes cryptographiques, en fait, quand tu as un morceau du secret, si tu n'avais rien du tout. Il faut vraiment que tu aies les 3. Exactement. Donc on coupe ce secret en 3 morceaux, et ensuite on va les envoyer vers 3 fournisseurs de services indépendants, qui sont des boîtes indépendantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et on va les envoyer de manière chiffrée, authentifiée, c'est-à-dire que la clé Ledger, elle ne peut envoyer ces morceaux, ces fragments, que à Ledger, CoinCover et Escrotech, qui sont les 3 fournisseurs de services. Et ensuite, donc tout ça est envoyé de manière sécurisée, etc. Donc même si tu es capable de monitorer tout le trafic Internet que tu as entre les deux, en fait, il y a 0 information, dans le sens où tout est chiffré, authentifié, donc c'est comme si tu regardais du bruit, quoi. Et donc ces shards, ces fragments sont ensuite sauvegardés dans chacun de ces fournisseurs de services, dans un HSM, qui est encore le plus haut niveau de sécurité qu'on a. C'est ce sur quoi on base un petit peu toute la sécurité des produits Ledger. C'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup, mais par exemple, on a Ledger Vault, qui est notre solution entreprise. Tout ça fonctionne sur des HSM. Donc HSM, c'est du hardware. En gros, c'est des ordinateurs qui sont spécialisés dans ce genre d'applications très sécurisées, quoi. C'est Hardware Security Module. C'est des serveurs spécifiques, donc du hardware qu'on met dans des serveurs qui sont dédiés vraiment à la cryptographie et la sécurité. Et typiquement, les banques, elles utilisent ça tout le temps pour leur master secret. Et quand tu fais par exemple, quand tu fais un paiement sans contact avec ta carte bancaire, tu vois, ta carte bancaire, elle va signer quelque chose. Tout ça ressemble un petit peu à la crypto. Hein. Et côté serveur, il y a un HSM de Visa qui va vérifier ton cryptogramme et qui va dire ok, ce truc est correct. Donc c'est vraiment le standard de sécurité. Donc donc le device, l'équipement Ledger envoie les fragments à chacun de ces 3 fournisseurs de services, qui vont les stocker de manière sécurisée et chiffrée dans les HSM. Et voilà. Donc là, tu as fini ton onboarding, tout est prêt, tu utilises ta clé, tes fonds exactement comme d'habitude, et tu es le seul à être en possession et en capacité de faire des transactions et de les... Ouais. Grâce à un KYC, tu peux récupérer ta phrase de récupération, c'est-à-dire juste avec ton identité, en prouvant à nouveau ton identité. Alors, je sais pas le mécanisme inverse quand tu devras t'authentifier. Je peux le détailler rapidement. Donc là tu es en self-custody normal, donc tu l'utilises, et du jour au lendemain,
tu perds ton device, tu mets la machine à laver, encore qu'il y en a qui résistent à la machine à laver, bon, tu le perds, t'as plus du tout accès à tes wallets, donc et tu n'as pas tes 24 mots, parce que soit tu les as pas sauvegardés, soit tu les as perdus. Si tu es dans ce cas-là aujourd'hui et que tu n'as pas Ledger Recover, tu as perdu tes fonds. Il faut que les gens le comprennent vraiment. Genre quand tu es en self-custody, que tu as perdu tes 24 mots et que tu n'as pas un wallet dans lequel il y a ton secret, tu as perdu tes fonds, là c'est game over. C'est cette fameuse histoire du mec qui a 250 ou 300 millions dans une décharge quelque part et qui est en train de retourner la décharge pour retrouver sa clé Ledger, enfin ou son hardware quoi. Son hardware de l'époque. Il n'y a vraiment aucun moyen. Il y a zéro moyen, là, c'est fini. Ouais. Là c'est sorry for your loss. Et donc pour éviter, donc si tu utilises Ledger Recover, là tu as un filet de sécurité supplémentaire. Donc là, tu n'es pas dans la situation de celui qui a son disque dur dans une décharge. Là, tu es dans une situation où tu peux quand même retrouver l'accès à tes wallets. Donc là, la chose que tu vas devoir faire, c'est prouver que tu es celui que tu es. Et les fournisseurs de services vont te redonner accès à ton wallet. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, tu te relogues sur ton compte Recover. Ensuite, tu as besoin d'un équipement Ledger, encore une fois, du coup un neuf, en tout cas non initialisé. Et pendant la phase d'initialisation, tu dis donc je veux retrouver accès à mon wallet via Ledger Recover. Et donc là, tu vas ensuite prouver qui tu es en montrant tes papiers d'identité et en passant deux IDV. Donc IDV, c'est Identity Verification. Donc, si tu as déjà fait un compte sur un exchange, souvent, on te demande de montrer ta tête, de bouger, de dire des nombres, etc. Et donc là, tu vas devoir en passer deux parce que tu as deux fournisseurs de services indépendants. Donc là, en l'occurrence, ça sera CoinCover et Ledger, qui ne vont relâcher ton fragment que lorsque un des Identity Verification Verifier diront que oui, c'est bien celui qui prétend être. Ouais. Et donc, une fois que ça c'est fait, les deux fragments sont envoyés de manière sécurisée depuis le HSM, Ledger et CoinCover vers ton device. Et donc, comme je disais, c'est un 2 parmi 3. Donc, un seul fragment, ça ne te donne aucune information. Par contre, deux fragments parmi 3. Ça te permet de recombiner l'acide et de retrouver le secret dans ton équipement. Et tu peux réutiliser tes fonds de manière... Le risque, tout ce qui est deepfake, voilà. Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé dans l'état de la technologie actuelle, la génération, tu vois, il y a des trucs maintenant super puissants, faire des avatars. On va de plus en plus loin dans ce genre de fake. Comment tu gères ça dans la vérification d'identité ? Est-ce que vous êtes toujours en avance justement sur ces procédures KYC et toujours un cran avant l'IA ? Alors en fait, il faut bien sûr que c'est pas du KYC mais plutôt du l'IDV. Donc il y a une petite différence. Le but c'est pas de connaître nos customers, nos clients, c'est d'identifier, d'être sûr qu'ils sont bien celui qui prétendent être. Et donc, pour ce faire, comme je te dis, il y a à la fois la vérification du document d'identité, ensuite une vérification humaine de... C'est quoi, il y a un appel par exemple ou c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une vérification humaine genre je dois t'appeler pour vraiment te dire que c'est... Genre, je peux pas faire un test qu'aujourd'hui un ordinateur peut pas faker, quoi. Alors, le mode normal, bon, déjà, il faut que tu te logines sur ton compte. Que tu aies aussi ton compte, ok. Il faut que tu te logines sur ton compte, que tu cliques sur un lien magique qui arrive à ton email aussi. Donc, il faut que tu aies le contrôle de ton email, de ton compte. Ça, c'est les deux prérequis. Que tu aies un device Ledger genuine. Ça, c'est le troisième, donc ça, tout le monde veut l'avoir, mais en fait, il en faut un. Et ensuite, que tu fasses, du coup, l'identity vérification avec les deux fournisseurs qui sont indépendants et autonomes, qui vont être Onfido. Onfido, tu dois le connaître si tu as un compte sur n'importe quel exchange. Ils utilisent tous Onfido et un autre qui s'appelle Tessie. Et eux, de manière indépendante, ils vont essayer de vérifier que ton document d'identité il est légitime et que tu es bien la personne que tu prétends être. Si jamais il y a un doute parmi les deux, un des deux, là ça rentre dans un mode manuel où il y a une vérification avec un humain qui va te poser des questions, qui va t'appeler, etc. Okay. En plus de tout ça, il y a aussi une assurance qui fait que si jamais tu n'arrives pas à récupérer l'accès à tes fonds ou si quelque chose se passe mal, tu peux être indemnisé jusqu'à hauteur de $50 000. Donc,
Ça, c'est le safety net ultime de il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, tu retrouves pas accès à tes fonds, un deepfake a eu lieu, quelque chose de ce genre-là, tu peux être indemnisé jusqu'à 50 000 $. Donc si vraiment tu as 10 millions et que tu as un petit peu des doutes, peut-être que ce produit n'est pas pour toi. Après, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le... C'était le pitch de vente. Genre, du coup, maintenant, on a expliqué le problème. Yes. On a expliqué la solution, donc il y avait cette friction des 24 mots qui peut être vraiment un frein à l'adoption et à l'utilisation des non-initiés, des débutants à la self-custody, donc à cette faculté de posséder soi-même ses cryptoactifs. L'autogarde. Donc vraiment self-custody, on va garder l'anglicisme parce que vraiment tout le monde l'utilise. Au lieu de garder ça sur... Paymium, Kraken, Coinbase, Binance et FTX, voilà. Tu ne fais pas confiance à un tiers, tu gardes toi-même tes cryptos comme tu as ton or ou ton cash sous le matelas. Voilà. Il y a eu Ledger Recover qui est maintenant lancé depuis quelques jours et qui est disponible sur Ledger Live. En gros, tu peux souscrire maintenant à cette assurance, à ce service de recovery, de récupération, parce que ces 24 mots, tu les as plus chez toi ou stockés quelque part, tu les as délégués à 3 partenaires, à 3 entités qui gardent une partie du secret et qui pourront t'aider le cas échéant s'il se passait quoi que ce soit d'horrible ou accident de bateau ou autre. D'où maintenant le drama et les réactions qui ont été relativement virulentes. On a vu sur les réseaux sociaux des gens frustrés, énervés, des clés Ledger brûlées, éclatées à coups de marteau, parce qu'il y a eu trahison pour un certain nombre de personnes dans la communauté de cette phrase, de ce mantra, de cette promesse quasi. Alors je ne sais pas, est-ce qu'elle a été faite ou pas, on pourrait en débattre, mais... Et je t'avoue que, comme on le disait en off, moi-même, j'avais cette idée en tête. Est-ce qu'elle était fausse ? Est-ce que c'était une incompréhension de ma part ? Mais que la clé privée ne pouvait pas être extraite de ma clé Ledger, à moins que je la file à ton donjon et avec des lasers extrêmement perfectionnés et des trucs très high-tech. En gros, personne ne pouvait venir chercher ma clé privée dans mon device. Ça, c'était vraiment Fort Knox. C'était impossible. Genre, ma clé privée, elle ne pouvait jamais être extraite. Alors, par un tour de magie, un tour de passe-passe cryptographique, il y avait moyen que cette clé privée donne une signature et permette de signer des messages, etc. Mais par contre, ce truc-là, il était inaccessible. Alors, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais non, c'est con, parce que, en gros, quand j'initialise ma clé Ledger, les 24 mots, ils apparaissent. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a bien un moment où, hop, il y a eu un petit pop-up où la clé privée, elle est bien sortie parce qu'elle est en train d'apparaître sur mon écran. Mais voilà, je voudrais qu'on en parle et que tu nous réexpliques parce que ça vient quand même chambouler un certain nombre de croyances dans l'écosystème qui fait qu'il y avait une protection vraiment, littéralement physique à la clé privée et qu'elle était inaccessible. Et que, voilà, en fait, c'était quelque chose, comme je dis, le Secure Element, celui-là, il ne pouvait être cassé uniquement par, genre, des savants dans leur labo qui étaient avec des appareils extrêmement perfectionnés. Et en fait, c'est pas le cas. Avec un simple, si je puis dire, firmware, en fait, on a aujourd'hui, il y a la possibilité de venir extraire sa clé. Tu vois ? Donc voilà. Je mets les pieds dans le plat et je veux vraiment qu'on travaille le truc et que en gros, comme tu l'as dit sur un certain nombre de podcasts, que tu réexpliques comment fonctionne une clé privée, ou en tout cas, pas une clé privée, mais plutôt un hardware device qui sauvegarde cette clé privée. Ouais. Bon, là, je t'avoue que quand cette partie, parce qu'il y a eu plusieurs aspects de la polémique, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le service parce qu'ils pensent qu'ils sont super... Ils sont autonomes et qui peuvent gérer leurs clés tout seuls. Et, je respecte complètement, il n'y a pas de souci. Et ils n'aiment pas le service, ils ne l'utilisent pas, tout va bien. Mais il y a eu un moment où il y a eu ce début de polémique autour de ça. Et je t'avoue... Genre, on nous a menti. C'était genre, vous nous aviez dit que la clé privée ne pouvait pas être extraite. Et je t'avoue que moi, j'étais vraiment surpris, en fait. J'étais vraiment surpris parce que, moi, j'explique comment marche un Ledger depuis que je suis à Ledger, en fait. Et la façon dont il fonctionne n'a pas changé depuis l'époque, en fait. Donc, je vais expliquer. Alors, parce que je te challenge là-dessus. Ouais. Il y a quand même eu, à mon avis, et alors je sais pas si c'est toi ou Pascal ou le management de chez Ledger, mais la phrase du « votre clé privée ne quitte jamais
votre hardware wallet, il pouvait être compris d'une certaine manière à ce que, en gros, c'était impossible de la sortir. Alors, est-ce que de nouveau, c'était juste du wording, de la sémantique et dire, bah oui, elle sort jamais actuellement, mais c'est pas impossible. Je peux comprendre qu'il y ait... De nouveau, moi, j'ai été surpris. Alors, ça n'a pas remis en cause ma confiance dans le device, parce qu'en gros, ça, par contre, j'étais surpris quand les gens ont réalisé qu'il fallait faire confiance à Ledger quand ils achetaient une Ledger. Genre ça, depuis le départ, messieurs, dames. Genre, en gros, quand vous recevez une Ledger, vous venez de leur faire confiance que la clé, elle était bien vierge. Parce qu'en gros, vous pourriez très bien déjà avoir initialisé ou avoir une backdoor à l'intérieur. Donc, depuis le départ, avant ou après Ledger Recover, il faut faire confiance à Ledger si vous achetez une Ledger. Par contre, le fait, c'était plus si quelqu'un met la main sur ma Ledger, je sais pas, j'ai l'impression maintenant qu'elle est moins sécurisée qu'avant. Ça ne change pas. Rien n'a changé. Mais en gros, j'avais une impression que ma clé Ledger était plus sécurisée qu'elle ne l'était. Parce qu'en fait, avec un firmware, tu peux venir extraire ma clé privée. Ouais, bon, d'abord c'est pas ça. Ça ressemble un petit peu, mais bon, d'abord, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que pour installer une nouvelle version de firmware, il y a un mécanisme spécifique. Déjà, il faut que tu aies rentré ton PIN. Il faut que tu acceptes. Ça, c'est deux choses, déjà, il ne peut pas se faire tout seul. Donc, il y a une action manuelle de l'utilisateur en physique pour débloquer l'hardware, les circuits, quoi. Ça ne peut pas se faire à distance à travers un ordinateur, c'est ça? Non, bien sûr. C'est directement sur ton device que tu vas accepter, d'abord rentrer ton PIN et ensuite accepter que ce nouveau firmware arrive et s'installe par-dessus l'ancien. Et ensuite, il y a une seule personne qui peut émettre des firmwares légitimes, c'est le HSM de Ledger. Je parlais de HSM tout à l'heure. En fait, au moment où tu fais un upgrade de firmware ou d'operating system, le blob, donc l'OS, la nouvelle version de l'OS de l'operating system est chiffrée et envoyée directement par le HSM. Et le HSM va prouver qu'il est bien le HSM de Ledger au Secure Element. Le Secure Element va vérifier ça. Et l'inverse va aussi se faire, c'est ce qu'on appelle le genuine check, donc qui permet aussi d'être certain que le device, que l'équipement Ledger est légitime. Et une fois que cette authentification est faite de manière mutuelle, donc les deux savent vérifier de manière cryptographique que l'autre côté est bien celui qui prétend être, là on envoie l'OS de manière chiffrée dans ce canal sécurisé. Il arrive dans l'équipement et c'est à ce moment-là qu'on te demande si tu veux bien l'installer. Et donc là tu dis oui, et là il s'installe par-dessus. Donc déjà, ça peut pas se faire de manière tout seul. C'est pas le hack d'un hot wallet, d'un truc. Enfin, je peux pas, par exemple, en me connectant. Et c'était un peu ma sensation au départ quand j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai cru comprendre ce que c'était que Ledger Recover. C'était qu'en fait, en gros, avec une upgrade de firmware, en gros, quelqu'un pouvait commencer à extraire ma clé privée, en fait, du Secure Element. C'est pas si simple que ça. Exactement. Bon, peut-être maintenant je peux expliquer un peu comment fonctionne un wallet en général, histoire de dissiper les doutes qu'il pouvait y avoir autour de ça. En fait, un wallet, que ce soit un software, hardware ou ce que tu veux, un wallet, ça a besoin d'une clé privée pour deux choses. La première, c'est générer la version publique et les adresses, qui va te permettre de pouvoir recevoir des fonds. Et ensuite, la clé privée va te servir de prouver la possession sur cette adresse. Donc, prouver la possession, ça va te permettre de signer des transactions, d'approuver quelque chose pour un smart contract, de prouver l'ownership sur cette clé privée. La clé privée, en fait, elle sert à montrer, donner une preuve cryptographique que tu la connais sans la divulguer. Ça, c'est vraiment le principe de la signature digitale. Mais pour pouvoir faire cette signature, tu as besoin de la clé privée. Donc en fait, tous les wallets du monde, ils ont accès à la clé privée. Il n'y a pas de doute en fait là-dessus. Ouais, mais moi, et on en parlait juste avant, moi, il y avait une différence clé fondamentale. J'avais accès, genre, c'est comme si je pouvais rentrer, mais par contre, ce qui en sortait, c'était déjà la signature, c'est pas la clé privée. Et là, en fait, et à nouveau, comme la clé privée et la passphrase, la seed phrase par exemple, apparaissaient lors de l'initialisation, ça veut dire que j'avais déjà accès à cet élément. Mais dans mon esprit, ce processus de signature cryptographique, il y avait quelque chose qui rentrait, mais il n'y avait pas d'extraction de la clé privée. Quand tu fais une signature, on a un message qui rentre dans le hardware wallet, ensuite qu'on affiche directement sur ton écran pour que tu comprennes ce que tu signes. Donc on essaie de le parser et de le rendre intelligible. Et ensuite, l'operating system, notre OS, va utiliser la clé privée pour faire un calcul cryptographique qu'on appelle une signature électronique.
et va renvoyer le message signé. Et ça, c'est le truc qui sort. Ça, c'est ce qui se passe quand tu fais une signature. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que l'OS, il a accès à la clé privée. Il en a besoin, parce que s'il n'a pas accès à la clé privée, il ne peut pas te générer d'adresse pour que tu reçoives des fonds, et il ne peut pas signer des transactions non plus. Et de la même manière, c'est aussi l'OS qui va se charger de générer tes 24 mots. Au début, quand tu fais l'onboarding, les 24 mots, ils vont utiliser le hardware. Dans le hardware, il y a ce qu'on appelle un TRNG, pour True Random Number Generator. Donc c'est un truc un truc d'électronique un petit peu complexe qui est vraiment dédié à générer des secrets avec toutes les bonnes propriétés d'entropie, etc. Bon, d'être sûr que ton secret il est globalement unique et imprévisible, imprédictible. Et donc ça c'est géré par l'OS. L'OS il va te demander, vas-y le TRNG, génère-moi une longue séquence de 0 et de 1, ensuite les 0 et de 1 et les 1 transforme-les dans ces 24 mots human readable, ensuite affiche-les à l'écran, tout ça c'est géré par l'OS. Et donc l'OS il est écrit par Ledger et il est updaté par Ledger. Ça a toujours été le cas. Et donc l'OS, il a accès à ces 24 mots, à ces secrets, et l'OS, il est capable aussi de discuter avec l'extérieur, il est capable de signer des transactions, il est capable... En fait, tout ça, ça a été le modèle depuis le début. Après, les propriétés de sécurité que nous, on a rajoutées, c'est de faire en sorte que l'OS, c'est le seul à avoir accès aux clés. Typiquement, l'application Bitcoin, l'application Ethereum, les applications que tu vas loader sur l'OS, elles n'ont pas un accès direct aux clés, parce que c'est un petit peu ce qu'on appelle defense in depth, ce qui fait que si jamais il y a un bug dans l'application Bitcoin, elle va pas pouvoir accéder directement aux clés, elle peut juste demander à l'OS des services cryptographiques, genre est-ce que tu peux me signer une transaction, ou est-ce que tu peux générer une clé publique, etc. Donc ça c'est un petit peu un niveau de sécurité supplémentaire. L'application Ethereum, elle n'a pas accès aux clés Bitcoin, elle a seulement accès aux clés Ethereum. Donc ça, c'est c'est vraiment un peu tout. C'est de l'isolation supplémentaire qui est à la fois un niveau software, donc notre OS l'implémente, et aussi un niveau hardware. Si jamais l'application Ethereum essaye d'aller lire de la mémoire qui lui appartient pas, le hardware va dire non, c'est pas possible, il va générer une interruption. Bref, il y a tout un tas de mécanismes de défense contre ça qui va faire que ça peut pas arriver, et si ça arrive, ça lève des alarmes à l'intérieur du circuit. Donc ça, c'est vraiment comment ça fonctionne. Et donc l'OS et le hardware, les deux ont accès aux secrets, aux clés privées, parce qu'ils en ont besoin pour les opérations normales. Et quant à l'OS, on peut l'upgrader et c'est nécessaire pour offrir des nouvelles fonctionnalités, pour corriger des bugs et surtout pour corriger des vulnérabilités de sécurité. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des vulnérabilités de sécurité, on les documente. Il y a un site, c'est donjon.ledger.com/lsbm, c'est pour Ledger Security Bulletin. Et c'est toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées par nous ou par d'autres et qu'on a corrigées au fur et à mesure du temps. Sur l'upgrade, du coup, comme tu le disais, quand Ledger pousse une mise à jour, l'utilisateur doit donc approuver. Enfin, ça, c'est un mécanisme de sécurité qui fait que n'importe qui peut pas venir aller télécharger et pousser des mises à jour sur le device. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un physiquement approuve la mise à jour. Par contre, dans l'optionnalité de la mise à jour de Ledger Recover, elle n'est pas vraiment optionnelle parce que je t'écoutais dire dans un autre podcast, en gros, tu déconseilles fortement de ne pas faire la mise à jour parce qu'en gros, par exemple, tout ce qui est upgrade de sécurité, quand vous découvrez des failles, ben, ça sera dans les mises à jour futures et en gros, votre clé, elle devient un peu plus vulnérable si vous ne faites pas au fur et à mesure des années les mises à jour. Si tu n'upgrades pas, tu es beaucoup plus vulnérable que si tu upgrades. Donc tu dois en gros mettre cette nouvelle version du firmware qui a maintenant ses fonctionnalités Ledger Recover. En fait, j'ai envie de... Donc là, quand tu parles de fonctionnalité, en fait, il faut bien penser que c'est un OS. Tu vois, imagine, je sais pas... Donc un operating system, c'est ce qui fait fonctionner la clé. C'est un système d'exploitation. Imagine Android, tu vois. Dans Android, il y a la fonctionnalité GPS, il y a la fonctionnalité, il y a les fonctionnalités photo, il y a tout un tas de fonctionnalités. Genre, est-ce que Android espionne tous les endroits où tu vas quand tu te promènes? Non, c'est pas vraiment, tu vois. Il a ce service-là. Et il y a des applications qui vont potentiellement utiliser ce service ou non. Et d'ailleurs, dans Android, il y a une gestion des permissions plus ou moins fine. Bon, bref, je vais pas rentrer j'ai pas envie de défendre Android. Juste ce que je veux dire, c'est que l'OS, il a plein de capabilities, des capacités de fonctionnalités techniques,
et les applications où l'utilisateur décide de les utiliser ou non. À la fin, l'OS, c'est un ensemble de services, et le modèle de Ledger, c'est l'OS offre un ensemble de services cryptographiques, et genre, il y en a vraiment plein pour pouvoir supporter tous les use cases du monde, de toutes les cryptos, etc. Il y a un ensemble de services, et le contrat qu'il y a entre Ledger et l'utilisateur, c'est qu'à chaque fois que l'OS va devoir toucher à des clés qui appartiennent à l'utilisateur, et même qui n'appartiennent même les clés Ledger. Il y a une action manuelle. Il y a une action manuelle. On te demande, est-ce que tu veux signer cette transaction? Est-ce que tu veux faire du staking? Est-ce que tu veux upgrader? Est-ce que tu veux faire Ledger Recover? Et en fait, parce que à chaque fois que l'OS il touche à tes clés, il y a un risque en fait. Il y a un risque. Tu peux signer une transaction qui va vider complètement ton wallet. Tu peux... Donc ce modèle ne change pas en fait. Ça a toujours été le même. Et quand tu utilises Ledger Recover, ce qui se passe, c'est que l'OS va toucher à ta clé, va faire les opérations cryptographiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a 2 chiffrements, un Shamir Secret Sharing, un Secure Channel, etc. On va pas revenir là-dessus, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, on te demande, est-ce que tu veux faire ce truc? Si tu veux pas le faire, il se passe rien. En fait, il faut bien penser que l'OS, c'est tout un tas de features. Et 99% des features, tu ne les utilises pas et elles te posent pas spécifiquement de problème. Cette nouvelle feature de Recover, elle pose des problèmes plus philosophiques en fait. Alors de nouveau, c'est bien parce que je suis vraiment dans les chaussures de quelqu'un qui n'est pas développeur et qui n'est pas cryptographe. Et ma question, c'est ma crainte ou ce qui ressemblait à un risque pour moi, c'était que cette nouvelle fonctionnalité qui s'ajoute à la liste en fait des fonctions possibles par l'OS, qui est en gros, tu vas pouvoir accéder à ma clé privée et l'extraire du device et l'envoyer quelque part. En fait, et c'est cette phrase-là, de manière très newbie, qui fait peur et qui dit en fait, ils sont en train de mettre à jour sur le firmware cette fonction. Est-ce que si quelqu'un venait hacker mon device d'une manière ou d'une autre, en fait, maintenant, ça crée une porte qui est un peu plus facilement cassable qu'avant. En fait, c'est un peu ça. C'est est-ce que Ledger Recover, on parlait de surface d'attaque, vient augmenter la surface d'attaque de ma clé? C'est une bonne question. Bon, d'abord, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc déjà, c'est pas la seed qui sort, c'est des fragments qui sont chiffrés une première fois avec une clé du device, ensuite avec un secure channel, et ensuite, il y a une authentification mutuelle. C'est-à-dire que le device peut pas les envoyer à n'importe qui. Elle peut les envoyer seulement à des HSM qui ont été identifiés. Qui ont été identifiés. Celui de Ledger, celui de CoinCover, celui d'Escrotech. C'est les seuls HSM. Donc, si un attaquant essaie de se faire passer pour un de ces HSM, ça ne fonctionne pas d'un point de vue cryptographique, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'est des questions auxquelles on a pensé, on y a pensé dans le détail. Je sais pas si tu as lu le white paper, j'imagine que non, parce qu'il fait 50... Pour être tout à fait honnête, j'ai essayé. C'est compliqué, je me suis vite arrêté. La cryptographie, c'est pas simple. Je vais voir Charles, pourquoi La cryptographie, c'est pas simple, et il faut bien penser à tout, et de penser à faire en sorte que le Secure Element ne puisse cryptographiquement pas envoyer ses shards à quelqu'un d'autre que ses 3 tiers, et c'est même pas un quelqu'un, hein, c'est un HSM. Moi, j'ai pas accès à la clé qu'il y a dans le HSM. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, tout ça, on y a pensé, et c'est dans les protocoles cryptographiques. Après, savoir, est-ce qu'on augmente la surface d'attaque quand tu rajoutes des fonctionnalités? D'un point de vue absolu, je dirais, plus t'as de code et plus t'as de surface. Ça c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Néanmoins, c'est quand même notre travail, et notre responsabilité, notre boulot à Ledger que chaque ligne de code qu'on rajoute, même parfois on essaie d'en enlever justement, c'est bien, introduise pas des nouvelles vulnérabilités et même plutôt faire de la défense en profondeur, ce que je disais tout à l'heure, et rajouter des niveaux de sécurité. C'est plutôt ça c'est notre mission depuis tout le temps, et nos utilisateurs nous font aussi confiance pour ça, pour le fait qu'on fasse notre boulot correctement. Après, pour l'aspect malicieux, j'ai envie d'y répondre tout de suite, genre qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est pas une backdoor de Ledger, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de backdoor de Ledger? Là, on revient à l'aspect confiance. En fait, si dans ton modèle mental, tu imagines que l'attaquant, c'est ton fournisseur de wallet, en fait, c'est perdu. Ouais, ça, perdu dès le début. Totalement d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est... Bon, du coup, je suis content que tu sois d'accord, mais... Ça, pour moi, la confiance, c'était évident que depuis le départ, quand je reçois un device emballé dans du plastique très propre et tout, j'ai fait confiance à Ledger, qu'il n'y ait pas de backdoor, qu'elle soit vierge, etc., etc. Enfin, Ledger est pour moi considéré comme fiable depuis le départ. Moi, c'était vraiment sur la sécurité quand je l'ai. Est-ce que, en fait, comme je disais, c'était le risque, est-ce que maintenant...
elle était comme moins safe. Mais là, tu es en train de me rassurer au fur et à mesure en expliquant un peu comment ça fonctionne. Mais tu vois, c'était ça. Mais vraiment, jamais, en fait, si j'avais confiance, et on l'a dit dans notre vidéo scriptée, si vous aviez confiance en Ledger et dans vraiment le fait que Ledger n'allait pas mettre de backdoor avant, en fait, Ledger Recover ne change rien sur le principe, quoi. Et ça, c'était important de le repréciser, t'as raison. C'est un truc important à dire. Et moi, j'ai envie aussi de m'adresser à ceux qui sont en mode qui veulent être trustless complètement et avoir confiance en personne. En fait, si tu veux faire un wallet tout seul de ton côté, en ne faisant confiance à personne, il va falloir que tu réinventes l'univers. Que tu réinventes en fait, toute la technologie qu'on a fait pendant 2000 ans. Je veux dire, moi, j'ai dédié ma vie. Je veux dire, depuis que je suis tout petit, je fais de la cryptographie et de la sécurité. Et j'ai aussi appris l'électronique, l'informatique, tout ça. Donc, je connais une grande partie de la stack. Et j'ai encore plein de niveaux de confiance. Je fais confiance à mon compilateur, je fais confiance aux gens qui fabriquent des circuits. En fait, il y a de la confiance à vraiment à plein de niveaux. Et si tu veux faire confiance en personne, il faut que tu recrées 2000 ans de technologie tout seul. Et le Don't Trust Verify, à mon avis, a été complètement extrapolé. Enfin, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et moi, ça me choque de temps en temps. On veut supprimer tous les intermédiaires et avoir du trustless partout. Non, le Don't Trust Verify, c'était sur quoi? D'après moi, c'était sur la politique monétaire et sur la capacité de voir de la donnée de manière transparente. Genre, j'ai pas besoin de faire confiance à quelqu'un pour savoir si tu m'as envoyé de la valeur et pour vérifier éventuellement une politique monétaire. C'est le Don't Trust Verify. Pour moi, c'est l'endroit où il y a vraiment une vraie révolution. Exactement, une vraie de transparence de la blockchain, de Bitcoin, etc. Il y en a 21 millions. Le code de Bitcoin. Don't Trust Verify, va voir. Le code de Bitcoin. Maintenant, Don't Trust Verify Ledger, d'où quelqu'un va aller vérifier le white paper et genre de comment fonctionne le Secure Element. Non, là, c'est clairement Trust. Genre, et je vais pas pouvoir, et 99,9999% des gens vont trust les gens et les sociétés qui vont leur proposer un certain nombre de produits sur ces créneaux-là, parce que personne n'a la capacité d'aller voir ça et d'aller vérifier ça. Exactement. Donc, je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus. Est-ce que c'est la plus grosse crise en gros, c'est un des plus gros dramas. Comment toi, tu l'as vécu et... Bon, il y a eu la fuite des données mail aussi. Ouais, du coup, je suis en train de penser aux différents dramas qu'on peut avoir. Bon, déjà, on est dans un écosystème qui est quand même qui aime bien les dramas, j'ai l'impression. Et ensuite, moi, il y a un truc que je me dis maintenant, je sais pas si c'est pour me rassurer, mais je me dis que lorsque Ledger prend certaines décisions, il peut y avoir des réactions aussi épidermiques que celle-ci, ça veut dire qu'on est un acteur important sur lequel l'écosystème repose et qu'on est ultra, tu vois, les gens comptent sur nous. Donc en fait, moi, je prends ça comme de l'amour un peu, tu vois. Ah mais bon, la personne se reconnaîtra, mais qui m'a dit quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est si personne te critique, ça veut dire que tu fais peut-être pas quelque chose de très important. Enfin, en gros, c'est si les gens te critiquent, ça veut dire qu'au final, tu as beaucoup de visibilité, tu as beaucoup d'impact, quoi. Et c'est vrai que Ledger, là, quand tu voyais les gens brûler leurs clés, ça veut dire que clairement, vous pesez. Enfin, vous êtes un des piliers de l'écosystème et que c'est extrêmement important. Collective, dans l'émotion des humains, etc. Bon, après, il y a eu quand même beaucoup de... Ouais, c'était très émotionnel, très irrationnel. Ouais. Du coup, moi, j'ai essayé de répondre de manière très rationnelle à tous les éléments, et je pense que les réponses qu'on apporte, elles sont bonnes. Après, il y a plein de gens qui n'aiment pas le service, moi, personnellement, je ne serais pas un utilisateur de service. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de me faire confiance qu'à moi, et je sais gérer des clés, j'espère, parce que je fais ça depuis 20 ans, c'est ma vie, etc. Après, je pense que ce service a de la valeur. Ma mère, je pense que c'est la bonne cible pour ce genre de service, tu vois. Mais personnellement, je suis pas vraiment client et ça ne change rien. Enfin, le fait d'avoir Recover ou pas Recover comme capacité technique dans mon device, pour moi, ça ne change strictement rien. Je sais comment ça marche et ça ne change pas les questions de sécurité, le modèle, etc. Ensuite, concernant les crises qu'il y a pu y avoir à Ledger, je pense notamment au moment où on a déployé l'application Ethereum sur nos devices Ledger. On a eu une crise un petit peu similaire, moins grosse parce que l'écosystème était beaucoup plus petit, on avait moins de clients, mais les clients qu'on avait étaient encore plus... Parce que vous étiez Bitcoin only, au début, il n'y avait que Bitcoin. Ouais. Ethereum, ça arrivait après. Hein.
Au début, il y avait que Bitcoin, ouais. On ne supportait que Bitcoin. Ensuite, Ethereum est apparu et on a fait partie des premiers. Ouais, je pense on était peut-être le premier. Et ça devait être un des débats très similaires où lancer une clé Ledger Ethereum. Ça devait être un peu... Il y a beaucoup de gens qui préconisent et qui vous recommandent lancer une clé Ledger Recover et garder les anciens modèles comme... Je pense que là, ça fait 50 minutes qu'on discute. Ça ne résoudrait pas le problème. Ça ne changerait absolument rien. Au contraire. En fait, moi, j'ai envie de dire, donc là, c'est très opérationnel pour... moi, je gère un petit peu toutes les équipes techniques, technologiques. Et typiquement, prendre ce genre de décision, avoir des gammes de produits et des gammes de firmware... Le risque serait plus élevé. En fait, du coup, ça te fait... T'as une base de code à gérer et de configuration gigantesque et être sûr que tu rates rien partout, ça devient beaucoup plus difficile à faire de manière opérationnelle. Ça devient une usine à gaz. Genre, est-ce que la version Nano S Plus de 1.6.3 sans recover, mais Bitcoin, mais pas Ethereum, est-ce que celle-là, elle a bien été revue? En fait, il faudrait que l'ensemble des équipes qu'on a qui vérifient, des équipes sécurité qui vérifient ce que les équipes engineering font de manière en continu, tu vois. Là, il faudrait qu'on les multiplie par 10, tu vois. Et en fait, tous les efforts qu'on met dans la sécurité deviendraient beaucoup plus compliqués à gérer. Donc moi je crois que si on faisait ça, ça serait un problème pour la sécurité. Genre on serait on aurait moins. Et qui ne changerait rien. Comme ça changerait rien. Comme on l'a dit, parce que le device en lui-même, il est comme il est, et en fait depuis le départ, comme on l'a dit, quand la clé vous montre vos mots au départ lors de l'initialisation, elle a accès à vos clés. Donc à partir du moment où ensuite tu peux l'extraire, oui, techniquement c'était possible depuis le départ, quoi. Ouais. Donc moi je dirais que quand la crise a commencé à arriver, moi j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Après il y a eu différentes phases. Au début c'était surtout on veut pas de cette feature, donc là j'étais là tu veux pas cette feature, tu l'utilises pas, y a pas de problème, de toute façon c'est payant, faut pas oublier. Donc ça c'est peut-être un truc qu'il faut redire pour ceux important quand même. Et ce qui est c'était un commentaire que j'allais faire, mais c'est vrai que c'est 10 € par mois, c'est ça, $10, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que par contre sur la masse adoption, entre acheter le Ledger qui est déjà à 100 balles plus 100 balles par an, tu vas pas conserver 500 balles de crypto avec voilà. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. À prendre en compte, effectivement. Ouais. Après on compte aussi rajouter des features autour de ça. On pense typiquement à l'héritage. Ça c'est une question qu'on peut résoudre, tu vois, parce que là aujourd'hui la question de l'héritage quand tu es en self-custody complète est pas simple. Je vais pas te demander comment tu l'as résolu. Moi personnellement c'est l'amour, c'est la confiance, c'est l'amour. Le problème que je veux résoudre c'est le suivant. J'ai pas envie que ma femme ait accès à mes cryptos aujourd'hui. Tu l'aimes pas. Moi je l'aime vraiment, donc je les partage. Ouais, c'est celui-là que je veux résoudre. Donc j'ai pas envie qu'elle y ait accès aujourd'hui. Par contre si demain il m'arrive un truc, je veux qu'elle puisse accéder à mes cryptos. Ah ouais. Et tout ça en self-custody. Et tout ça en évitant des tiers de confiance. Franchement, c'est pas simple de résoudre ce problème-là, tu vois. Avec Ledger Recover, on a un framework qui permet de résoudre ce truc-là de manière... on l'a pas encore fait, tu vois, mais on voit comment faire et on peut le faire, tu vois. Et ça, c'est un autre problème qui est pas du tout simple à résoudre, qu'on peut résoudre avec Recover, tu vois. Bon, toi, si tu partages ta clé avec ta femme... Non, mais c'est vrai que c'est un problème de communiquer sans communiquer, que la personne le sache avant que tu décèdes mais ne puisse pas y avoir accès jusqu'à ce que tu meurs, c'est un peu une question insoluble, quoi. C'est très très complexe parce que dès qu'elle a le secret et qu'elle peut l'avoir après ta mort, ça veut dire qu'elle pouvait dès maintenant vider ton wallet si quelque chose se passe mal, quoi. Exactement. Donc il y a quelque chose qu'on a survolé, touché du doigt tout à l'heure, mais qui est extrêmement important et on n'en a pas assez parlé lors des dernières vidéos sur le sujet, c'est la passphrase. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui pourraient être aujourd'hui inquiètes sur la sécurité de leur ledger, en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a un élément qui change absolument tout à votre système de sécurité, c'est la passphrase. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est qu'une passphrase? Parce que du coup, on a beaucoup parlé de la clé privée, donc ce qu'on appelle la clé privée, la seed phrase, donc la graine qui vous permet de récupérer cette clé privée. Et puis, il y a la passphrase. C'est encore un niveau d'abstraction et de complexité un peu différent, mais ça change. Enfin, moi, quand j'ai compris la passphrase il y a quelques années, j'ai fait, en fait, c'est la clé de voûte du truc. Au final, là, tu as vraiment tes bitcoins dans ta tête, quoi. Et c'est assez lunaire. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer simplement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change? Alors, donc, je parlais tout à l'heure de la seed avec les 24 mots. Donc, tu as 24 mots. En fait, ces 24 mots, c'est vraiment la version intelligible par les humains d'une succession de 0 et de 1.
qui a été généré par ta clé Ledger. Qui a été généré par ton le hardware wallet. du secure element de ta clé Ledger. Donc ça, c'était 24 mots, et c'est ce qui te permet d'avoir accès à tous tes comptes, générer tes clés privées, générer tes clés publiques. Et en fait, à ces 24 mots, tu peux rajouter un 25e mot ou une passphrase. Et en fait, donc, ce qu'on peut dire sur les 24 mots, si tu changes un mot, des 24 mots, il y a tout change. Tu as tout un wallet différent. Une lettre même. Une lettre qui change. Ouais. Une lettre, ça sera plus... ça sera toléré. Non, c'est pas que ça sera toléré, c'est une lettre, les mots seront plus valides. Tu vois, c'est vrai. Les mots sont définis dans un dictionnaire. Dans l'ordre, par exemple. Si tu changes l'ordre des 24 mots, ça fait du gloubi-boulga. Ça fait un wallet complètement différent. Et donc ça c'est une première chose. Et en fait, on peut se dire, du coup, si on rajoute un 25e mot, ça fait pareil. Ça génère un ensemble de ton wallet qui est complètement différent. C'est une clé privée différente. C'est une clé privée différente. Et donc ça, c'est une feature qui est possible, qui est standardisée par le standard BIP39. Et cette feature, elle dit la chose suivante. Donc tu génères tes 24 mots avec ton Ledger Wallet, ton hardware wallet et ton secure element. Tu écris tes 24 mots sur ton CryptoSeal ou sur ton bout de papier. Et tu as un 25e mot que tu as imaginé. C'est ça la différence clé. C'est que les 24 premiers mots, vous n'en avez pas le contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont générés de manière complètement aléatoire et avec un haut niveau d'entropie, etc., etc. Vous écrivez ces 24 mots. Ceux-là, vous pouvez les retenir dans votre tête, mais bref, c'est un peu la merde. Donc, du coup, tu les écris pour pas les oublier. Par contre, le 25e, celui-là, il est libre. Alors, les puristes vont dire, oui, mais il faut que ça soit un truc relativement compliqué que tu puisses pas trouver, brute force, etc. C'est déjà pas mal si t'as juste déjà un 25e. Oh, corrige-moi si je me trompe, mais si t'as juste un 25e mot, un truc. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'oublierais. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, une phrase que j'oublierais. C'est dans ma tête, elle est écrite nulle part. Alors, les gens vont dire, mais t'es malade, t'as Alzheimer, etc. Plusieurs personnes le connaissent, enfin bref. Et là, c'est lunaire parce que du coup, quelqu'un qui possède les 24 mots, qui trouve ça quelque part dans mon appartement ou dans une banque en Suisse, en fait, il a rien s'il n'a pas ce 25e mot qui est écrit nulle part et qui est dans ma tête. Et là, ça change absolument tout parce que le niveau de confiance dont j'avais besoin sur Ledger pour éventuellement avoir mis une backdoor, etc., bah là, je m'en fous parce qu'en fait, il y a que la privée. Après, quand j'initialise ma passphrase, alors tu pourras me dire... À quel moment vous avez accès à la passphrase quand je le mets dans le device, mais ça change absolument tout dans ton système de sécurité. Nous, jamais. Jamais parce qu'en plus c'est réinitialisé à chaque fois. Et ensuite, il y a deux manières d'utiliser le 25e mot avec les device Ledger. Le premier, c'est qu'à chaque fois que tu démarres ton device, tu re-rentres ton 25e mot. Comme ça, il est jamais vraiment stocké et il est là. Ou soit tu le mets avec un deuxième pin. Et donc là, dans ce cas-là, il est sauvegardé dans ton device. Jamais dans Recover. Ledger Recover ne s'occupe jamais de la passphrase. La passphrase, il la sauvegarde jamais. Et donc, mais sinon, tu peux aussi la sauvegarder dans ton device. Donc, tu la rentres une fois et tu mets un deuxième pin. Et le deuxième pin, c'est un truc intéressant pour ce qu'on appelle la plausible deniability. Donc, c'est-à-dire que dans ton Ledger, ton device Ledger, ton nano, tu vas avoir deux wallets indépendants. Ton wallet des 24 mots et ton wallet avec le 25e mot, qui sont deux wallets qui n'ont rien à voir. Et ce que tu peux faire, par exemple, c'est mettre, 100 € en Bitcoin sur ton premier wallet à 24 mots et l'ensemble de ta richesse sur le wallet avec les 25e mots. Et du coup, tu vas avoir deux pins qui sont valides. Le premier va être valide pour le premier wallet. Le deuxième pin va être valide seulement pour le deuxième wallet. Et si jamais quelqu'un arrive avec une clé à molette... C'est ce qu'on appelle l'attaque à la clé à molette. L'attaque à la clé à molette à $5 et qui essaie de te forcer de vider ton wallet, un truc que tu peux faire, c'est rentrer le pin pour ton premier wallet de 24 mots sur lequel tu as $100. Comme ça, il va voir que tu n'as que $100. Tu vas peut-être te forcer à transacter tes $100, mais par contre, tu ne perds pas l'ensemble de ta richesse que tu as sur les 25 mots. Donc renseignez-vous sur la passphrase parce que au-delà de tout ce qu'on a raconté sur la sécurité du hardware wallet, sur cette capacité ou non de récupérer ces 24 mots, ça change rien. Mais par contre vraiment cet élément, ça change absolument tout. En tout cas moi ça m'a vraiment permis de dormir tranquille parce que pendant quelques mois, la même année, je me disais j'avais comme beaucoup de bitcoiners ces 12 ou 24 mots planqués quelque part. Mais en fait, si quelqu'un tombe dessus ou l'a déjà vu, etc., en gros, il peut me vider mon wallet. Alors qu'avec cette passphrase qui est maintenant nulle part, voilà, ça te permet d'avoir quand même un niveau de sécurité bien plus élevé, quoi. Bon, tout ce que tu viens de dire est tout à fait correct. Et typiquement, la passphrase, c'est une fonctionnalité qui marche bien pour toi,
parce que ce que tu viens de dire, t'es pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un ait accès à tes 12 ou 24 mots, etc. Par contre, je dirais que c'est quand même une fonctionnalité pour les utilisateurs avancés, et je conseillerais pas à quelqu'un qui vient de rentrer dans l'écosystème d'utiliser ce mécanisme, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il oublie son 25e mot. De la même manière, tu oublies ton 25e mot ou tu n'es pas capable de le retrouver, ton wallet est perdu pour toujours. Je préfère le dire, histoire que ce soit oui, clair. Renseignez-vous de comment ça fonctionne, etc. Mais si vous voulez... c'est une option qui est intéressante pour les utilisateurs avancés, pour plein de raisons, celle que tu viens de donner, la plausible deniability que je viens d'expliquer aussi. C'est une feature qui est intéressante, mais vraiment pour les utilisateurs avancés, je préfère que les nouveaux entrants... Tu fais bien de faire le disclaimer. Ils ne l'utilisent pas, et quand ils sont plus à l'aise et qu'ils comprennent l'avantage d'avoir ce 25e mot, là, ils peuvent générer un autre wallet, etc. Je pense que tu as déjà répondu à cette question, mais du coup, le risque de hack, de phishing, par exemple, il y a beaucoup de gens qui en parlaient sur les réseaux sociaux, c'est que justement, les newbies se fassent hacker par des hackers qui enverraient des mails genre venez signer cette transaction qui est du Ledger Recover, se faisant passer par Ledger et du coup exploitant cette vulnérabilité. Enfin, est-ce que tu vois où je veux en venir du phishing comme si c'était Ledger Recover et en fait c'est quelqu'un qui te fait signer un message, quoi. De toute façon, ça c'est un truc qu'on voit tout le temps dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, un nouveau airdrop. Il y a toujours des gens qui essaient de ficher les utilisateurs et de les hameçonner et d'essayer de leur faire des actions qu'ils ne devraient pas. Et... Donc les faire appuyer sur ta clé Ledger pour que ton secret sorte, quoi. Bon, typiquement, le faire... Et ça serait même pas possible, parce que du coup... Ledger Recover, ça marche pas trop, parce que, comme je te disais, le secret, il est shardé, chiffré, et envoyé seulement vers les 3 HSM dont je parlais, donc typiquement, c'est pas une attaque qui fonctionne. Par contre, le type d'attaque qu'on risque de voir, et j'espère que non, mais je prédis tu vois, ce genre de choses, c'est des attaquants qui te disent voilà, Ledger Recover, c'est gratuit, t'as juste à mettre tes 24 mots sur ce site web. Tu vois, c'est plutôt ce genre de truc qu'on voit aujourd'hui, pas pour Recover, mais en général, tu vois, donc des faux Ledger Live ou des faux sites web de Ledger où l'attaquant te demande simplement d'écrire tes 24 mots, et les gens le font, mais enfin pas tous les gens, mais des gens le font, certaines personnes le font, et une fois que tu as envoyé tes 24 mots sur un site web, l'attaquant y a accès et vide ton wallet. Donc le meilleur moyen pour les gens qui nous écoutent de ne pas tomber dans ces pièges, c'est... on va vous demander, normalement, il n'y a jamais à écrire vos mots sur un site, ça, on ne vous le demandera jamais, et en fait, il y aura une vraie action. Ni dans Ledger Live. En fait, il y a tes 24 mots, ils peuvent être à deux endroits. Un, c'est ton bout de papier ou ton cryptostyle, donc l'endroit où tu les sauvegardes, et l'autre endroit, c'est à l'intérieur du device, ou Ledger Recover, mais donc là, c'est plus l'utilisateur qui s'en occupe. Mais quand c'est l'utilisateur qui s'en occupe, c'est soit à l'intérieur du device, ou soit dans le bout de papier. Ledger Live, non. Un site web, non, en fait. Et donc, la seule fois où tu as besoin d'utiliser ces 24 mots, c'est le moment où ton device il s'est reseté parce que tu t'es trompé sur ton PIN ou parce que tu en as un neuf. Et là, tu vas chercher tes 24 mots sur un bout de papier et tu les entres dans ton device, directement avec les boutons. C'est long, un petit peu fastidieux, mais c'est le seul moment où tu as besoin de tes 24 mots. Il n'y a aucun autre moment. Et typiquement, à chaque fois qu'il y a un site web, à chaque fois qu'il y a un Ledger Live, c'est toujours du phishing. Et je préfère le dire et le redire parce que malheureusement, il y a des gens qui se font avoir tous les jours. Je pense que c'est ton 50e podcast sur le sujet. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée? Genre, il y a un truc auquel toi, t'avais pensé et tu te dis, franchement, ça... personne l'a vu, en gros. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme ça Non, je crois que le sujet a été discuté en long, en large et en travers. Moi, je crois toujours que le service a beaucoup de valeur. Vous n'avez jamais hésité. Après ce drama, il n'y a jamais eu un moment avec Pascal où vous vous êtes dit est-ce qu'on ferait pas machine arrière? C'est toujours pareil, surtout quand tu fais des choses innovantes, etc., tu te poses beaucoup de questions et t'hésites au fur et à mesure du process. Et d'ailleurs, tu ajustes un peu les choses. Je pense que le Ledger Recover, quand on avait fait un hackathon, parce qu'au début c'était un hackathon, c'était une idée d'un hackathon, de cette époque-là, et le Ledger Recover qu'on a sorti à la fin, il n'a rien à voir, tu vois, d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, de comment ça fonctionne, etc. Donc oui, forcément, on réfléchit et on se pose des questions, on se remet en question. Est-ce que le drama a changé quelque chose ?
Du coup, on a essayé de comprendre pourquoi, comment, on a essayé de lister les questions. Et il n'y a pas des questions ou des critiques qui nous ont fait penser qu'on était dans la mauvaise direction, en fait. Genre, les gens qui n'aiment pas le service, s'ils ne l'utilisent pas, bah, tout va bien. Est-ce que ça change les questions du modèle de sécurité, le threat model? Est-ce que ça rend... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est comme ça depuis le départ. Ouais. Et la question de ta seed peut sortir, bah, en fait... Là, du coup, ça a été un peu l'occasion pour nous d'être encore plus clair sur comment ça marche un wallet, en fait. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert qu'il y avait une grosse partie du débat qui était là-dessus, j'étais à la fois surpris, puis à la fois, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai raté, en fait, parce que j'explique comment fonctionnent nos devices depuis trop longtemps, plein de temps, et il y a encore... il y avait plein de gens, y compris toi un petit peu, qui avaient une conception... après, c'est toujours... Et c'est là, et je peux comprendre que les gens qui nous écoutent, c'est... T'as toujours est-ce que c'était de la malice, est-ce que c'était intentionnellement expliqué de cette manière-là, parce qu'en fait c'est vrai que au niveau marketing c'était quand même extrêmement séduisant pour quelqu'un comme moi de dire ta seed elle sort jamais du device, tu vois, et voilà, c'est là-dessus que je peux comprendre que certaines personnes disent là vous nous prenez vraiment pour des cons, what the fuck, tu vois, genre ça fait 6 ans. En fait, elle sort jamais du device parce qu'elle n'a pas à sortir du device. Et en plus, ça c'est vraiment le modèle Secure Element dans lequel on load notre OS, c'est notre OS qui est dedans. Et vu que la cryptographie elle est implémentée dans l'OS qui est dans le Secure Element, la seed elle n'a pas besoin de sortir du Secure Element. Parce que tu as d'autres modèles où tu as plutôt une Secure Memory. Il y a certains hardware wallets qui mettent la seed dans une Secure Memory. Et tu as un MCU, donc un microprocesseur non sécurisé, tu vois, les mêmes que tu trouves dans ta manette ou dans une télécommande tous les produits électroniques, une télécommande de télé ou ton grille-pain, tu vois. Donc, truc relativement basique. Donc ça c'est ce que tu as souvent dans les hardware wallets. Et donc la seed, parfois ils la mettent dans un Secure Element à côté qui est plus une Secure Memory. Et la seed, elle va de la Secure Memory au MCU. Et donc là, elle doit sortir du Secure Element dans ce cas-là, tu vois. Et de la même manière, si tu veux implémenter un wallet sur Android et que tu veux mettre ta clé dans le Key Store d'Android ou iOS, le Key Store c'est plutôt iOS, et en fait, tu pourrais mettre la clé dedans, mais le problème, c'est que dès que tu as besoin de faire une transaction, la clé, elle a besoin de sortir du Key Store, d'aller dans l'espace application, et c'est l'application qui va faire la signature, et ensuite la clé est détruite. C'est un modèle qu'on n'a pas à mettre en place parce que, à la fois la cryptographie et l'OS est implémenté dans le Secure Element. Tu vois, c'est peut-être ça sur lequel on voulait insister. Est-ce qu'il y a un modèle qui n'est pas possible sur un téléphone, pour les raisons dont je viens de parler, puisque la cryptographie nécessaire à chiffrer tout ça, à signer tout ça, elle n'est pas implémentée dans Keystore. Et en plus de ça, tu n'as pas le trusted display que tu as sur un device Ledger. J'espère qu'on a pu clarifier les doutes, les inquiétudes, répondre aux critiques que certaines personnes pouvaient avoir sur Ledger Recover. La morale de l'histoire, ou en tout cas le résumé, c'est que globalement, la situation entre avant et après Ledger Recover, comme on l'expliquait dans la vidéo scriptée, ça nous surprendrait que les gens maintenant jettent leur clé Ledger à cause de ce nouveau service. Ça, par contre, ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait vraiment le device. Et puis, pour les personnes relativement débutantes qui voudraient ne pas se prendre la tête avec leur phrase de récupération, avec leur seed phrase, il y a ce nouveau service optionnel payant qui peut être maintenant utilisé sur votre Ledger Live et seulement sur le Ledger Live, où on vous demandera de faire une action manuelle sur votre clé. Pour les autres, continuez à conserver ça de votre côté. Et puis, comme on l'a dit, si vous voulez vraiment pousser le bouchon un peu plus loin, il y a cette optionnalité de passphrase. On n'a pas mentionné la multisig, je voulais parler de multisig et puis d'account abstraction, mais là, ça fait déjà 1h15, donc ils sont déjà tous en PLS derrière leur écran. Donc, je vais te remercier, Charles, et puis te dire à la prochaine fois. Ça marche, on parlera de tout ça la fois prochaine. Merci à toi. À plus.